2e siècle de notre ère. Au pied du Puy-de-Dôme, sur la voie romaine reliant Clermont-Ferrand à Saintes, l'agglomération du col de Cessa accueille de nombreux voyageurs. Parmi eux, nombre de pèlerins gallo-romains venus de toute la Gaule effectuent l'ascension du Puy-de-Dôme pour se rendre dans l'un des complexes religieux les plus importants de l'Occident romain, un sanctuaire colossal dédié au dieu Mercure. Découvert en 1873 à l'occasion des travaux de construction de l'Observatoire météo, les vestiges du temple de Mercure ont été fouillés et relevés par l'architecte en chef Louis-Clémentin Bruyère. Esquisses de fouilles, relevées en coupe, plan, Bruyère nous a légué de superbes aquarelles, véritables instantanés de cette découverte extraordinaire. Ce grand temple, il est disposé au centre d'un ensemble de constructions qui étaient toutes probablement en relation avec ce grand sanctuaire. Il s'inscrit dans une conception de l'ensemble de la montagne qui est quasiment sacrée. Il est non pas conçu comme un petit temple, un fanum tel qu'on en voit beaucoup dans les campagnes gauloises, mais comme un grand monument sur terrasse, volontairement décollé du sol, avec un système de cheminement complexe qui fait penser à ces grands sanctuaires de la fin de la République romaine qu'on a à Gaby, à Prénestre, où on a des systèmes très compliqués de cheminement étagés le long des collines qui aboutissent au sommet à un temple dédié à une divinité évidemment importante, privilégiée de la ville. Nombre d'objets issus des fouilles du 19e siècle sont conservés au musée Bargouin à Clermont-Ferrand. Parmi eux, certains vestiges permettent d'identifier sans ambiguïté le maître des lieux, le dieu romain Mercure, divinité principale du peuple arverne à l'époque romaine. Vestiges de la grandeur disparue du temple de Mercure, les blocs de pierre mis en œuvre dans sa construction intriguent par leur dimension colossale. La reprise récente de l'étude des vestiges par une équipe pluridisciplinaire permet désormais de mieux comprendre les procédés de construction du monument. Toutes les parties du monument qui n'étaient pas à l'extérieur ont été construites en petit appareil, mais toutes les parties qui devaient souffrir des intempéries ont été revêtues ou doublées en grand appareil. Et c'est là que, bien sûr, les machines de levage sont entrées en action. Pour manipuler de tels blocs de pierre, les Gallo-Romains disposaient de techniques extrêmement sophistiquées. Cette trace ici correspond en réalité à une coupe sur ce que nous appelons un trou de louve. Alors là, l'érosion l'a coupé en deux, ce qui fait que ça nous permet de le voir verticalement. La louve étant dans l'Antiquité un outil qui s'insérait verticalement à l'intérieur de cette cavité et qui possédait deux ailettes que l'on mettait après avoir mis l'outil central qui lui-même était trapézoïdal. Dans sa partie supérieure, il y avait un crochet. Et donc cet outil, une fois mis à l'intérieur et lorsqu'on avait placé les deux ailettes latérales, eh bien, il ne pouvait plus sortir. Par conséquent, on pouvait, après avoir attaché la louve à un cordage, soulever le bloc complètement. En surface,
Ce trou de louve apparaît comme un petit rectangle sur la surface du lit d'attente du bloc, c'est-à-dire sur sa partie supérieure, et toujours au centre de gravité pour que bien sûr le bloc puisse être posé exactement d'aplomb à l'endroit où il va être mis en œuvre. Ici, puisque le bloc s'est cassé, on voit très bien en coupe la cavité de logement de cet outil coudé, qui était en métal évidemment, qui s'insérait dans la partie haute. On mettait un bout de bois dessous pour l'empêcher de retomber. Et là, il y a le petit trou qui est encore en place. Et au bout de ce crochet, si vous voulez, il y avait un anneau solidaire dans lequel on faisait passer une barre de métal. Et donc, en bougeant la barre de métal, ça permettait de bouger le bloc et donc de le rôder sur la surface du lit d'attente du bloc qui était en dessous. Et donc assurer une parfaite transmission des charges sans que le bloc puisse après se briser ou se casser. C'est une technique tout à fait exceptionnelle. Il n'y a plus besoin de mettre du mortier. La transmission des poussées, des charges se fait parfaitement. Vous voyez, il y a encore de la rouille là. Là, vous avez la trace du logement d'une agrafe qui faisait en gros 35 cm de long, avec ici le canal qui permettait donc de mettre le corps de l'agrafe, et ici le logement des queues de l'agrafe qui pénétraient dans la pierre. Et puis le tout était couvert par du plomb qui scellait l'ensemble, et là on voit très bien que les blocs étaient assujettis par cette agrafe, et sous le bloc d'à côté, bien sûr, dans l'alignement de ce joint, on doit avoir normalement une autre agrafe qui permet d'accrocher parfaitement les blocs entre eux. Donc ici, nous avons eu la chance de trouver une agrafe qui est encore en place. Donc elle servait à relier ce bloc avec celui-ci. Vous voyez, on a une phase de joint là, entre les deux. Et cette agrafe, elle a relativement bien résisté aux intempéries et à 2000 ans d'âge. Louis-Clémentin Bruyère on avait déjà découvert une comme ça et il l'avait dessinée. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel puisque c'est pratiquement la dernière que nous ayons sur le site. Des recherches récentes ont permis d'identifier la provenance de certains blocs de pierre mis en œuvre dans la construction du temple. Ces blocs de trachyte semblent provenir d'une carrière antique aménagée dans le cratère du volcan Kilian, situé au pied du puy de Dôme, aux abords immédiats de l'agglomération du col de Cessa. Les Romains étaient des gens très bien organisés. Ils avaient peut-être une centaine de personnes en carrière qui extrayaient la pierre. Ils en avaient peut-être une centaine d'autres qui étaient chargés du transfert et du charroi de tous les blocs sur des charrettes. Et donc il y avait des convois de charrettes. Et alors ici sur le chantier, il y avait bien sûr les tailleurs de pierre, il y avait ce que nous appelons les appareilleurs, ceux qui sont chargés de prendre les blocs et de les mettre en œuvre, de les positionner à l'endroit où il faut. C'était aussi eux qui réglaient les machines de levage, à l'intérieur desquelles il y avait des gens qui pédalaient, qui faisaient tourner et donc soulever les blocs grâce à des palans. Tout cela, ça suppose 400 ou 500 personnes sur le chantier ici. À cause du climat et des difficultés météorologiques, les conditions de travail et de mise en œuvre du monument sont assez difficiles. Même avec les meilleures techniques et les meilleures organisations du chantier, on ne peut pas imaginer que toute cette construction a été mise en œuvre seulement en une saison. Par comparaison à d'autres études sur, par exemple, le pont du Gard, qui est un autre monument extrêmement important, nous avons imaginé que peut-être il a suffi de moins de 10 ans, entre 5 et 7 ans peut-être, pour construire le monument. L'étude du monument permet aux chercheurs de mieux connaître les matériaux et les techniques mises en œuvre dans sa construction, mais également d'appréhender son caractère exceptionnel. On a donc un ensemble temple et sanctuaire très important, avec un plan et une conception monumentale tout à fait extraordinaire et exceptionnelle dans l'architecture gallo-romaine. D'un point de vue architectural et puis d'un point de vue symbolique, on a un monument qui est très certainement un des plus importants de l'Occident romain. Le long et méticuleux travail de recherche, entrepris par les architectes et les archéologues, permet peu à peu de mieux comprendre l'architecture complexe du monument, avec l'espoir d'être un jour en mesure de proposer des hypothèses de restitution plausibles de ce temple colossal.